Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce lundi. Au Liban, la réponse du gouvernement à la crise. Confronté à une mobilisation populaire sans précédent, le Premier ministre Saad Hariri s'est dit en faveur d'élections anticipées et a annoncé des réformes. Seront-elles suffisantes? Quelles sont les racines de cette colère? Analyse à suivre. La colère qui explose aussi au Chili après 3 jours d'émeutes et de pillages qui ont fait 11 morts. Le président parle d'un pays en guerre. L'armée a été déployée. Pourquoi une telle explosion de violence? Tous les détails dans un instant. À la une également, l'heure du choix au Canada. Deuxième mandat pour le libéral Justin Trudeau ou changement de cap avec le jeune conservateur Andrew Scheer. Les deux favoris de ces législatives sont au coude à coude. Et puis l'exposition de la démesure, plus de 160 œuvres venues du monde entier, déjà 180 000 réservations et des mois de préparation. C'est une exposition titanesque qui s'ouvre au musée du Louvre à Paris, consacrée au génie de Léonard de Vinci. Est-ce un nouveau départ pour le Liban, comme le prétend Saad Hariri? Le Premier ministre libanais a tenté aujourd'hui de répondre à la crise sans précédent traversée par le pays en annonçant son soutien à des législatives anticipées, mais aussi toute une série de réformes économiques et d'autres destinées à redorer le blason d'une classe politique accusée de corruption. Saad Hariri a néanmoins assuré qu'il ne cherchait pas à acheter la paix sociale. On fait le point avec Olivier Peggy. Au Liban, le Premier ministre a annoncé toute une série de mesures destinées à calmer la colère qui gronde depuis plusieurs jours. Mesures fiscales avec des gels d'impôts pour les ménages, mesures budgétaires avec des privatisations dans le secteur des infrastructures, et puis mesures symboliques aussi comme la baisse des salaires pour tous les ministres et anciens ministres et pour les députés. Je n'attends rien en contrepartie de ces mesures. Je ne les ai pas décidées pour que vous arrêtiez de manifester. C'est à vous qu'appartient la décision de manifester. Je n'impose aucun délai. Je ne permettrai à personne de vous adresser des menaces. Vous avez redoré les couleurs de notre identité nationale au-delà des divergences religieuses et c'est là la plus grande victoire nationale. Mais voilà, ni les mesures annoncées, ni l'emphase du Premier ministre n'ont convaincu les manifestants réunis ici dans le centre de Beyrouth. On ne va pas bouger de là, dit cette manifestante. On ne croit pas le quart de ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à lui de bien écouter. Ce qu'on réclame, c'est la chute de tout le régime. La contestation a éclaté jeudi dernier suite à l'annonce d'une taxe sur l'utilisation des messageries Internet. Elle a pris de l'ampleur, se nourrissant d'un sentiment de ras-le-bol face à une classe politique jugée incompétente et corrompue. Une grande partie du pays est paralysée en raison des manifestations. Pour en parler ce soir, notre invité dans Euronews Soir, Carla Aidé, professeure à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonsoir. Alors, le déclencheur de cette crise, c'était la taxe sur les applications de messagerie téléphonique que le gouvernement voulait mettre en place. Une taxe abandonnée depuis, mais en réalité, les racines de cette colère sont bien plus profondes. Qu'attendent ces Libanais qui manifestent ? Effectivement, ce qui a mis un peu le feu aux poudres récemment, ce sont le budget, donc c'est l'adoption du budget 2019 puis 2020 avec de nouvelles taxes prévues et évidemment le gouvernement est en but aux critiques de la communauté internationale parce que les bailleurs de fonds demandent depuis de longues années maintenant des réformes structurelles pour mettre un terme à l'endettement colossal du Liban. Et donc là, le gouvernement est sous cette pression et il a été très clairement dit que le Liban n'aura pas de nouveaux crédits avant d'avoir adopté ces réformes. Donc depuis chaque année, depuis la sortie de guerre, en 2007, on avait l'électricité 24 heures sur 24. Et depuis 2007, la situation se dégrade. Tous les services ne sont pas assurés, l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, sans oublier la question des déchets qui nous a vraiment quelque part, j'ose ce terme, un peu foutu la honte devant la communauté internationale. Donc d'une part, l'État a l'air de ne rien faire, de ne rien régler des vrais problèmes ou des problèmes du quotidien. En général, on a tendance au Liban si vous voulez, à ne voir que Beyrouth. Et là, on voit les régions et l'ensemble des régions, et en particulier les régions chiites qui s'expriment, et ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas exprimées, elles et les autres, et fait extrêmement, quelque part encourageant, chacun critique ses leaders. Les chrétiens critiquent leurs leaders, les chiites leurs leaders, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour toutes ces précisions depuis Beyrouth. Merci à vous. Merci.
Autre pays et autre contestation, le Chili est en guerre. Ce sont les mots du président chilien Sebastián Piñera, alors que le pays est secoué depuis 3 jours par une contestation sociale inédite depuis des décennies. L'armée a été déployée, des émeutes et pillages ont causé la mort d'au moins 11 personnes. Tout est parti d'une contestation à une augmentation des tarifs du métro. Car si le Chili a beau afficher le revenu par habitant le plus élevé d'Amérique latine, de nombreux ménages sont endettés et les inégalités restent fortes dans les domaines des retraites ou encore de la santé. Les détails avec Nathan Joubio. Les scènes de violence se poursuivent au Chili après un week-end d'émeutes et de pillages. Les étudiants ont appelé à de nouvelles manifestations ce lundi après le décès de 11 personnes. L'état d'urgence parallèlement en vigueur depuis vendredi soir dans la capitale concerne dorénavant 9 des 16 régions du pays. Le président chilien Sebastián Piñera a pris la parole à propos de ce qui est la pire explosion sociale depuis des décennies. Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite. Les émeutes se sont poursuivies dimanche toute la journée. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et policiers dans le centre de Santiago, tandis que des pillages se déroulaient dans plusieurs endroits de la capitale. Le général Javier Iturriaga, chargé de la sécurité publique par le chef de l'État, a de son côté appelé les habitants à rester calmes et à ne pas sortir de chez eux. Plus de 1400 personnes ont déjà été arrêtées à travers le pays par les 10 000 policiers et soldats déployés. Les patrouilles de militaires dans les rues sont une première dans le pays depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet. Certains divorces sont plus longs à mettre en place que d'autres. Définitivement, le Brexit ne fait pas partie des plus rapides. Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a refusé de soumettre au vote des députés aujourd'hui l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles la semaine dernière. Samedi, un amendement a contraint Boris Johnson de demander à l'Union européenne un report du Brexit. On retrouve à Bruxelles notre correspondant Grégoire Laurie. Bonsoir Grégoire. Alors, comment réagit-on aux nouvelles difficultés rencontrées par Boris Johnson à Londres ? Dire que l'Union européenne est surprise par les obstacles rencontrés à Londres serait exagéré. Les 27 avaient très certainement anticipé des difficultés à la Chambre des communes. Ce qui est certain pour le moment, c'est que la demande d'extension est à l'étude. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, consulte les chefs d'État et de gouvernement suite à la requête formulée par le Premier ministre britannique. La Commission européenne souligne que le processus de ratification est en cours du côté européen. Le négociateur en chef de l'Union, le Français Michel Barnier, a fait le point avec les ambassadeurs des États membres à Bruxelles. Il a rencontré les eurodéputés en charge du Brexit et il doit s'entretenir ce mardi avec le collège des commissaires. Les institutions se laissent ainsi un peu de temps pour étudier l'évolution de la situation à Londres. Alors la France réaffirme qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne, tandis que Berlin s'est dit ouvert à un court report technique. À quoi servirait ce délai, Grégoire ? Finalement, comme les Européens n'ont pas adopté de position formelle pour le moment, ils laissent la porte ouverte à toute éventualité sur l'issue du Brexit. Les 27 peuvent ainsi accepter cette extension de 3 mois. Ils peuvent aussi accorder un délai plus court ou même plus long que celui souhaité par Londres. Ces deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première maintiendrait la pression sur le Parlement britannique. La seconde donnerait du temps pour organiser un éventuel scrutin au Royaume-Uni. Mais cette solution paralyserait les discussions sur les projets à long terme de l'Union. Enfin, il reste aussi l'hypothèse d'une sortie sans accord, mais cette alternative demeure le scénario catastrophe pour les 27. Merci Grégoire pour toutes ces précisions depuis Bruxelles. Il a porté un vent de fraîcheur il y a 4 ans, mais Justin Trudeau a-t-il du souci à se faire face au jeune conservateur Andrew Scheer ? Le Canada vote aujourd'hui pour décider qui formera le prochain gouvernement. Pour ces législatives, 2 favoris au coude à coude que tout oppose. D'un côté, un dirigeant libéral et progressiste, mais terni par plusieurs scandales. De l'autre, un conservateur catholique, opposition pas toujours consensuelle et plein de promesses. Olivier Péguy. Élection législative ce lundi au Canada. Un scrutin pour déterminer si l'actuel Premier ministre Justin Trudeau reste au pouvoir ou non. Le chef du Parti libéral a voté à Montréal. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce lundi matin dans la province atlantique de Terre-Neuve et Labrador. Et compte tenu de l'étendue du territoire, les derniers à voter seront les habitants de Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest. Près de 27,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les 338 députés qui siègent à la Chambre des communes, à Ottawa. Après 4 ans au pouvoir, les libéraux semblent marquer le pas. Le Premier ministre Justin Trudeau est affaibli par plusieurs scandales. Les derniers sondages indiquent qu'il devrait perdre la majorité absolue.
Son principal adversaire, c'est cet homme, Andrew Scheer, jeune chef du Parti conservateur. Il faudra aussi compter sur le nouveau Parti démocratique, une formation de gauche emmenée par Jagmeet Singh, une des révélations de ces élections. Et puis il y a aussi le score attendu du Parti écologiste, les Verts. La question de l'environnement a jalonné la campagne électorale. Et enfin, il faudra guetter les résultats du Bloc québécois, une formation qui ne présente des candidats qu'au Québec, mais qui pourrait peser dans une éventuelle coalition. Les premières tendances seront connues dans le courant de la nuit. Et comme chaque soir désormais, nous vous proposons un tour d'horizon des sujets traités par les autres éditions linguistiques d'Euronews. Et nous vous les proposons en partie en version originale. Evo Morales afirma haber ganado con mayoría absoluta las elecciones en Bolivia. On commence avec l'équipe espagnole qui se penche sur les élections en Bolivie. Alors que le président socialiste Evo Morales semblait se diriger vers un second tour, les observateurs internationaux et l'opposition accusent les autorités électorales de lenteur. Mais sa décision de briguer un 4e mandat était dès le départ très critiquée. Les Boliviens ayant dit non à un changement de la Constitution qui lui aurait permis de le faire lors d'un référendum. L'opposition craint par conséquent une dérive autoritaire. La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos también se ha pronunciado y ha exigido una justificación. Pedro Sánchez evita a Quim Torra en su visita a Barcelona. En un viaje relámpago. Nos confrères espagnols toujours qui se sont également intéressés à la venue du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et celui de l'opposition en Catalogne pour rendre hommage aux forces de l'ordre après une semaine de violentes manifestations en faveur de l'indépendance. Une mobilisation d'ampleur qui pèse déjà sur la campagne électorale à 3 semaines des nouvelles législatives. Pedro Sánchez n'a d'ailleurs pas rencontré le président séparatiste catalan Quim Torra et refusera de le faire tant que le dirigeant séparatiste n'aura pas dénoncé de manière plus ferme les violences. Encontrar un desbloqueo a la tensión que se vive estos días en Cataluña. Plus de 160 pièces, dont certaines prêtées par Bill Gates et la reine d'Angleterre, des mois de préparation. L'exposition sur Léonard de Vinci s'annonce comme un passage obligé à l'occasion des 500 ans de la mort du génie de la Renaissance italienne. Il va falloir se frayer un chemin à partir d'aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. 180 000 personnes ont déjà réservé leurs billets. Et si vous ne l'avez pas encore fait, Stéphanie Morbois nous en donne un aperçu. C'est une exposition XXL consacrée à Léonard de Vinci qui s'ouvre au Louvre à partir de jeudi. 162 pièces venues des 4 coins du monde, prêtées par des musées et des collectionneurs privés, pour célébrer les 500 ans de la mort du génie de la Renaissance italienne. La reine d'Angleterre est le plus grand prêteur de cet événement unique. Figurent aussi à la liste la fondation Bill Gates ou le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Parmi les chefs-d'œuvre du maître, le visiteur pourra admirer le Saint-Jérôme, célèbre tableau inachevé, de nombreuses icônes comme la Belle Ferronnière, mais un dessin pourrait bien détrôner la Joconde. Il s'agit de l'homme de Vitruve, ce dessin fragile qui représente les proportions idéales du corps selon Léonard de Vinci, montré pour la première fois en France. Véritable pomme de discorde entre les deux pays, il n'a pas été simple de le sortir d'Italie, une association de défense du patrimoine s'y étant opposée devant les tribunaux. L'Italie n'entend pas céder à la France son attachement pour celui qui est d'abord italien. Si Léonard de Vinci est enterré en France où il a vécu les 3 dernières années de sa vie, le pays à la botte ne peut le dissocier de son patrimoine culturel. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'information continue sur Euronews, le brief de Bruxelles, toute l'actualité européenne avec Grégoire Laury. Pour ma part, je vous retrouve demain. Belle soirée à vous sur Euronews.